Hello ho. Comment allez-vous? Moi, ça va. Bref, aujourd'hui je vais vous parler des mangas qui ont marqué mon année 2021. J'ai quelques mois de retard, effectivement. Les incontournables, les bangers, les mangas sympathiques, les déceptions, parce qu'il y en a eu malheureusement. On va voir tout ça au cours de cette modeste vidéo. Et on commence tout de suite par les incontournables et le manga de ma vie de jeune adulte qui est... Pour 2021, c'était les tomes 22 et 23, de très bons tomes qui sont dans un arc très long, le plus long pour l'heure de One Punch Man. Il y a un gros focus sur les personnages secondaires, même si Saitama est mis en avant de temps à autre. Et ce qui, comme toujours, fait la magie de One Punch Man, c'est le dessin de Yusuke Murata qui est incroyable. Pour ma part, je le place dans le top 3 des mangaka ayant le plus beau trait, aux côtés de Kentaro Miura et Takehiko Inoue. En ce qui concerne les scènes d'action, les chorégraphies, la fluidité, le découpage, pour moi, il est imbattable. À la fois cinématographique et poignant. Ça joue évidemment beaucoup dans mon appréciation de l'œuvre, sachant que One, l'auteur original, a une patte narrative assez exceptionnelle. Il parvient à véhiculer des émotions, il parvient à structurer un monde de manière très spontanée, de manière très naturelle, très profonde. L'association des deux délivre un cocktail inouï. Le seul petit défaut que j'aurais à donner, c'est au niveau d'un redraw. Ce qu'il faut savoir, c'est que One Punch Man, de base, est publié sur internet, donc les chapitres sont gratuits, et parfois, voire souvent, il y a des réécritures de chapitres, des redraws. Souvent c'est mieux et parfois ça l'est moins. Là en l'occurrence on a affaire à un combat qui a été réécrit, qui a été redessiné et qui au niveau de l'impact visuel est moindre par rapport à l'ajout d'avant. En revanche en termes de lore, en termes narratifs, effectivement c'est un cran au-dessus, c'est un tout petit défaut. À part ça, One Punch Man est incroyable de bout en bout. Le concept reste savamment exploité et je ne me lasse pas d'admirer les prouesses de Saitama, ce héros invincible et indestructible, si lambda au demeurant, mais avec des valeurs, de très belles valeurs. Ensuite, Haikyuu, les tomes 39 à 43. Ce qu'il faut savoir, c'est que le manga va bientôt se terminer. Il y a pas mal d'avance sur l'anime qui en est à sa saison 4. Que vous dire si ce n'est que les derniers tomes m'ont donné une véritable gifle, une véritable baffe. Non seulement en termes d'action, il y a toujours autant de suspense, la lecture, la contre-lecture, les services. Chaque joueur est soigneusement développé et mis en avant, que ce soit l'équipe des Corbeaux ou l'équipe adverse. Mais au-delà de ça, Haruhi Furudate parvient à maintenir une pression constante qui fait qu'on ne sait pas si nos héros vont ou non l'emporter. Et ça, c'est quasiment à chaque match, ce qui est quand même très fort en termes de shonen. Ici, au niveau narratif, c'est assez fou ce qui vient de se passer. Un risque certain, mais qui, à mon avis, finira par payer. Toujours dans les mangas de sport, Hajime no Ippo, les volumes 115 à 120, et de manière similaire à Haikyuu, mais encore plus spectaculaire vu qu'on a dépassé la centaine de volumes, George Morikawa parvient à maintenir notre intérêt éveillé grâce à moult pirouettes scénaristique, mais surtout un traitement fulmineux de ses différents protagonistes, que ce soit Hippo bien évidemment, mais également les personnages secondaires qui ont le droit à de nombreux arcs focus qui expliquent pourquoi cette œuvre est aussi vaste. Pour vous dire, actuellement on en est au tome 122 en France et on n'en est peut-être qu'à la moitié. Ce qui n'est pas un problème en soi, vu que la narration, l'écriture, la plume de Morikawa et son style incroyable en matière de combat, les chorégraphies, les us et coutumes de la boxe sont retranscrits de manière formidable. Tout ça est si réussi qu'on n'a qu'une envie, c'est que l'œuvre continue jusqu'au bout, sans évidemment que ça déborde en hors-série, etc. Mais ce n'est pas le cas. Il y a eu un petit passage à vide, certes, mais depuis tout s'est arrangé et c'est incroyable. Quel dommage que l'anime se soit arrêté, quel dommage. Enfin, pour conclure mes incontournables de l'année 2021, My Hero Academia, les tomes 27 à 30. On est sur l'arc le plus important de MHA et ça se voit, que ce soit en termes narratifs, en termes de combat, en termes d'enjeux, c'est assez fou ce qui est en train de se passer. Kohei Horikoshi parvient à maintenir notre intérêt éveillé de A à Z, avec une dramaturgie qui ne cesse de prendre en ampleur. Et que vous dire si ce n'est que la saison 6 qui devrait prochainement arriver et qui va adapter cet arc sera incroyable. À moins que l'adaptation soit bancale, ce qui est possible, les dernières saisons ont été comme ça. Normalement, ça devrait être un banger absolu. D'ailleurs, en parlant de banger, on embraye sur les bangers, soit des mangas qui m'ont beaucoup marqué au niveau de leur année 2021, mais qui, à cause de quelques défauts, sont en dessous des incontournables. Et on commence par le plus important d'entre eux, Shingeki no Kyojin, les tomes 33 à 34, soit la fin du manga. En soi, Shingeki no Kyojin restera une œuvre
incontournable de bout en bout ou de quasi bout en bout. Le problème c'est que sans spoiler, la fin a déçu une partie du lectorat. Hajime Isayama d'ailleurs en est conscient et il se peut, mais vraiment de grosses parenthèses, il se peut que la troisième partie de la saison 4 soit sujette à quelques modifications scénaristiques qui pourraient conforter une fin différente de celle que l'on a connue. En soi, c'est vraiment les derniers chapitres qui laissent une impression relativement mitigée. La toute fin, et je parle vraiment de la toute fin, est réussie. C'est juste qu'on aurait voulu peut-être autre chose sur certains aspects. Évidemment, je peux pas étayer sur le sujet parce que ça serait spoilé. En soi, ça ne gâche pas du tout l'expérience. On est loin d'un Game of Thrones avec ses dernières saisons qui prennent un tournant blockbuster et une fin totalement bâclée qui gâche toute l'expérience, en tout cas pour moi. Je n'arrive même pas à regarder les premières saisons, ça m'a vraiment tout gâché et ça c'est vraiment dommage. Gintama, les tomes 64 à 70, on commence à entamer le dernier arc de l'œuvre et c'est assez fou. Gintama de base est plutôt connu pour son humour, son sens de la comédie qui est très réussi, mais ce qu'il faut savoir c'est que lorsque Hideaki Sorachi s'emploie à un sentier shonen nekutsu des plus basiques, il le fait non seulement très bien mais il n'hésite pas à prendre quelques risques, notamment en termes de dramaturgie. Voilà qui fait pourquoi Gintama est un manga aussi excellent et aussi sous-coté malheureusement. J'ai cru comprendre que l'anime était très bon, donc je vais m'y mettre, mais le manga lui aussi vaut largement le coup d'œil, c'est une valeur sûre. One Piece, évidemment, les volumes 97 à 100, on commence à embrayer sur le moment fort de l'arc Wano. Ça s'est mis lentement en place, malheureusement, il y a facile 2-3 volumes qui auraient pu être supprimés, mais maintenant c'est vraiment du lourd et j'ai bon espoir que Oda parvienne un tant soit peu à nous surprendre en matière de narration. Autant il est très fort au niveau lore, au niveau anticipation, au niveau foreshadowing, autant au niveau des mécaniques shonen, pour l'heure c'est resté très classique. J'espère que cet arc Wano, qui pour la première fois fait part à des Yonko, les empereurs, saura nous surprendre à plus d'un égard. Enfin, pour boucler les bangers, Boruto, les volumes 11 et 12, on est en plein arc Kara, soit l'arc le plus réussi de Boruto pour l'heure, et c'est excellent, il n'y a vraiment aucun défaut qui ressort, on a des surprises, on a de très beaux combats, on a une écriture qui s'avère solide, et une mise en avant de protagonistes très équilibrée, du moins au niveau du casting principal. Mikio Ikimoto au dessin, Ukyo Kodashi à l'écriture, continue comme ça. Notez ceci dit que Ukyo Kodashi a été remplacé par Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, à partir du volume 14, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est l'heure d'aborder les volumes sympathiques. On commence par Dragon Ball Super, les volumes 13 à 15. On est sur un arc, donc l'arc Moro, qui a été en fait très réussi, de bout en quasi bout. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette catégorie. En soi, c'était un arc vraiment très bon, avec un méchant plutôt original, une très bonne mise en avant de Vegeta comme toujours. De toute façon, Vegeta dans Dragon Ball Super, c'est pour moi le héros de l'heure. Que ce soit au niveau du développement de son mental, de sa fortitude physique, Vegeta a fait l'objet d'un soin particulièrement travaillé et c'est un soulagement, un plaisir pour le fan du prince que je suis. J'étais toujours un peu frustré par son traitement dans Dragon Ball. Là, ce n'est plus le cas. Le problème de ces volumes, et donc qui conclut l'arc Moro, c'est la fin. La fin, malheureusement, s'avère relativement cliché, relativement classique. On aurait pu aller tellement plus loin. On aurait pu faire passer Dragon Ball à un autre stade, notamment au niveau dramaturgie. C'est dommage, il y a un coche qui a été loupé. On fera avec. Ensuite, The Promised Neverland, les tomes 17 à 20, qui concluent le manga. Que dire? The Promised Neverland, en soi, c'est un manga qui me marquera pour toujours. Le problème, malheureusement, c'est que le dernier arc est très rushé, relativement bâclé. On a un Némésis de fin qui est à peine développé. On a l'impression clairement que le binôme d'auteur avait envie d'en finir. Ce n'est pas que commun à The Promised Neverland pour de nombreuses œuvres, par exemple Yu Yu Hakusho. Parfois, l'auteur, pour des raisons de santé ou pour des raisons personnelles, n'a plus envie, ne ressent plus de plaisir à dessiner ses planches et du coup on a un rushing qui se fait en termes d'écriture qui généralement se voit beaucoup. Là c'est le cas, c'est dommage. J'ai trouvé la toute fin relativement réussie. Il y a quand même quelques risques qui sont pris en termes de dramaturgie qui font que mine de rien ça reste acceptable. Simplement quand on compare le début et la fin on se dit que ça aurait pu être tellement plus, il y avait tellement de potentiel. Quoi qu'il en soit, très bon manga. Jojo Lion, les tomes 19 à 22, toujours aussi créatif, toujours aussi
sympa en termes de trouvailles visuelles notamment. Le rythme est plutôt lent, voire très lent. On se demande quand les véritables enjeux vont apparaître. Pour l'heure, ça reste découpé en parties relativement similaires, mais c'est du JoJo's et donc ça reste très appréciable. J'espère seulement que le lore saura être étoffé au niveau des derniers volumes qui vont commencer à faire leur apparition d'ici l'année 2022. Blue Exorcist, les volumes 26 et 27 qui introduisent l'arc final, très très bon. On ressort d'un arc flashback qui était vraiment très réussi, peut-être le meilleur arc selon moi. Cette fois-ci c'est un peu en dessous, mais ça reste de qualité. Certains traumas, certains non-dits eu égard à notre héros et les personnages qu'il côtoie au quotidien sont explicités, sont mis en avant. Il y a de l'émotion, il y a un peu d'action, what else. Black Butler volume 30, donc là on est sur un arc qui pourrait potentiellement être le plus important du manga. Et ce que j'aime beaucoup avec Yana Toboso, l'autrice de Black Butler, est qu'elle ne semble pas sujette à la pression éditoriale. Elle publie un volume par an et elle prend son temps. Au niveau des arcs, au niveau des personnages qu'elle a introduits, elle fait en sorte que chaque protagoniste ait le droit à un character building très étoffé. Là, en l'occurrence, c'est l'origine story de Meilan qui est mise en avant, et c'est réussi, c'est émouvant, c'est poignant. Vraiment, en termes d'écriture, en termes d'univers, c'est l'une des mangaka les plus solides. Puis, comment ne pas dire non à une esthétique victorienne mêlée de majordome au pouvoir surnaturel? Impossible. Enfin, pour conclure les mangas sympathiques, Dig Mine volume 27, ce qui nous fait grosso modo un volume tous les 2 ans. Pour le coup, c'est beaucoup et le problème c'est qu'à chaque sortie, je suis obligé de me replonger non seulement dans le volume précédent mais aussi celui d'avant parce que j'ai quasiment tout oublié. Mais en soi, Katsura Oshino montre qu'elle a toujours envie. C'est juste qu'elle a eu beaucoup de problèmes de santé malheureusement, mais que ce soit au niveau du dessin toujours aussi incroyable qu'au niveau de la narration, peut-être un embryon d'arc final, allez savoir. Tout reste solide, on a encore beaucoup de mystères, mais je pense que petit à petit, toutes ces énigmes qui sont posées aux lectrices et aux lecteurs vont finir par se dissoudre, à même des explications à la fois claires et surprenantes, j'espère. Et on va conclure par les mangas qui sont pas forcément des grosses déceptions si je prends l'ensemble de l'œuvre, mais on va commencer par Platinum End, le volume 14, qui conclut cette œuvre de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. En soi, au niveau des réflexions eu égard à l'existence de Dieu notamment, toutes ces bifurcations philosophiques sur l'impact de l'homme, ce qu'il y a après la mort, globalement j'ai trouvé ça plutôt réussi. On a une première partie qui est shonen pur, assez action, avec un méchant classique entre guillemets, puis une deuxième partie où on a une sorte de némésis beaucoup plus intellectuelle, qui parvient à chambouler les croyances des différents protagonistes, mais aussi potentiellement les nôtres. Il y a beaucoup de pistes qui sont proposées que j'ai trouvées intéressantes à titre personnel. Seulement, le gros problème de Platinum End, c'est l'intensité émotionnelle. À aucun moment je ne me suis attaché aux différents personnages, dont les protagonistes principaux. Il y a une amourette qui est développée qui est tellement niaise, tellement prout-prout que... Après, c'est un problème de ce binôme-là en particulier, sur Bakuman notamment. On avait ce même couple très pur, très innocent, en termes d'écriture, en termes narratifs, c'est... On a l'impression de 2 personnes qui se voient, hop, coup de foot. Oh là là, on va se marier, on va fonder une famille. Au-delà de ça, la fin est très marquante, très clivante également. Pour ma part, je l'ai trouvée audacieuse, je sais que je m'en souviendrai toute ma vie. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. On a une impression de rush qui est quand même très palpable. Ça aurait pu être tourné autrement, ça aurait pu être annoncé autrement. Dommage. Peut-être la fin du binôme illustre nous ayant apporté Death Note et Hikaru no Go. Et on conclura ces mangas relativement décevants par Nanatsu no Taizai, le tome 41, qui clôture l'œuvre de Nakaba Suzuki. Clairement, le dernier arc, enfin la dernière partie, c'était pas fifou. On était sur de très classiques en termes d'écriture, très prévisible, et quasiment aucune surprise, en dépit d'une dramaturgie qui est présente, et le reste est tellement bateau que, même avec quelques dramas, ce n'est malheureusement pas suffisant, pas au point de retrouver l'intensité des premiers volumes. A voir ce que donnera la suite, The Four Nights of Apocalypse, il me semble. Là, clairement, non seulement c'était pas fou, et le méchant de fin, le Némésis final, c'est vraiment le pire méchant de toute l'histoire des mangas. Je n'ai jamais vu de méchant aussi nul, aussi bancal, aussi classique de toute ma vie. Ce méchant est
éclaté au sol. Il est nul. Nul. Et puis, comme dans pas mal de mangas malheureusement, toujours une impression de bâclage, on a l'impression que certaines pistes n'ont pas été développées par manque de volonté, peut-être, par manque d'envie. C'est dommage, mais en soi, je ne regrette pas du tout de m'être lancé dans l'aventure Nanatsu no Taizai, qui, dans l'ensemble, reste satisfaisant. Et ce sera tout pour moi. Là, on a conclu tout ce qui m'a marqué au cours de l'année 2021. Je pourrais faire les jeux vidéo, mais j'en ai pas fait assez et je garde ça pour l'année 2022. A priori, j'aurais un peu plus à dire. Breath of the Wild. Oui, j'ai du retard. C'est propre à ma personne. N'hésitez pas vous aussi à me faire part des mangas de l'année 2021 qui vous ont marqué. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.